Mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous. Les députés de la 8e législature ont adopté à l'unanimité jeudi 1er décembre dernier le budget de l'État exercice 2023. C'est un total de plus de 3 000 milliards que la représentation nationale a alloué au gouvernement pour financer au titre de l'année 2023 les différents projets inscrits dans son programme d'action. Quelles sont les innovations que porte le budget ainsi voté, les secteurs d'activité prévus pour être financés, les implications pour les entreprises du secteur privé? Sur ce plateau, pour nous aider à comprendre tout ceci, deux acteurs majeurs, j'allais dire, des finances au Bénin. D'abord, Gérard Benochi, député à l'Assemblée nationale, président de la Commission des finances et des échanges. Bonjour. Bonjour, cher ami Paul. Je rappelle que vous étiez déjà sur ce plateau l'année dernière. Merci de toujours répondre favorablement à notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Avec vous, sur ce plateau, le directeur général des impôts, Nicolas Yanoussi, bonjour. Bonjour, monsieur. J'anime ce plateau avec Anita Marcos. Anita, bonjour. Bonjour Paul, bonjour chers invités. Honorable Gérard Benochi, vous avez voté un budget de plus de 33 milliards cette année, pour un budget qui sera consacré pour le financement des différents projets inscrits au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Pourquoi 33 milliards, contrairement à l'année dernière où vous avez voté un budget de 2741 milliards et quelques? Merci beaucoup. Il faut préciser que le montant du budget exercice 2023 est de 33 milliards 337 millions. Ça avec précision, en progression de 2,6% par rapport à la loi de finances rectificative et de 7,4% par rapport à la loi de finances initiale qui était de 2541 milliards, comme vous venez de le dire. Il faut préciser qu'en temps, avant que de passer à l'étude du projet de loi de finances gestion 2023, le gouvernement a introduit une loi de finances rectificative pour porter le budget initial de 2022 à 2946 milliards. Donc, ça veut dire que, en temps, les prévisions budgétaires ont été... On a soupçonné que les prévisions budgétaires seraient dépassées. Les régies financières ont été plus performantes que prévu. Vous avez avec vous le directeur général des impôts qui est là. Le quota prévu pour les impôts a été dépassé, pour la douane ça a été dépassé, le trésor également, et les performances en matière de mobilisation des ressources extérieures. Tout ça, la mise ensemble, a permis que la loi prévoit que lorsque les prévisions budgétaires doivent être dépassées, il faut que le gouvernement introduise un collectif budgétaire, ce soit le projet de loi de finances rectificative qui a été introduit pour porter le budget initial de 2941 milliards à 2946 milliards. Donc voilà pourquoi cette progression. Ça veut dire que notre État, notre pays, à cause des réformes qui ont été faites pour permettre l'élargissement de l'assiette fiscale, pour permettre que plus de Béninois contribuent, comme d'habitude, sont en train de porter leurs fruits. Quand on dit élargir l'assiette fiscale, ça ne veut pas dire forcément créer beaucoup d'impôts ou augmenter les taux d'impôts, mais c'est des dispositions et des mesures qui sont prises pour que tous ceux qui échappaient à l'administration fiscale, tous ceux qui échappaient au dispositif du directeur général des impôts, puissent être désormais appréhendés par lui, il paye ses services. Donc voilà ce qui a conduit à cela. Alors, Honorable, mis à part les réformes, est-ce qu'on peut mettre sur le dos de la situation de crise générale due déjà à l'après-Covid et puis la guerre entre l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'on peut mettre cette hausse-là aussi sur le dos de cette situation générale? Non, pas du tout. Il faut dire plutôt que la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine en Ukraine, et la Covid, la crise sanitaire Covid, sont des circonstances aggravantes qui enveniment l'environnement économique mondial. Et au plan mondial, le FMI a revu à la baisse le taux de croissance prévu pour 2022. Mais c'est dans cette
circonstances, c'est dans cet environnement hostile que le Bénin a pu avoir une performance en dépassant le taux de croissance au plan mondial. Ça veut dire que cette situation, malgré que ces situations que vous avez citées, la guerre et Covid, soient des circonstances dans lesquelles normalement l'économie mondiale doit plomber, les réformes du Bénin, les dispositifs pris pour permettre que l'économie béninoise soit plus performante, ont donné leurs fruits, et le Bénin, malgré cette circonstance, a pu sortir son épingle du jeu. Voilà. Nicolas Yenoussi, vous êtes le directeur général des impôts. Vous avez suivi le développement du président de la Commission des finances et des échanges à l'Assemblée nationale. Quelle garantie pouvez-vous donner aux entrepreneurs qui sont du secteur privé et quelle est la part active que prennent ces derniers dans le budget qui est ainsi voté? Merci beaucoup. Justement, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les contributeurs et l'ensemble des Béninois pour les efforts consentis depuis plusieurs années. Qu'ils vous souviennent que 2016, nous étions au niveau de la fiscalité intérieure, nous étions autour de 216 milliards. Et à fin 2022, nous avons déjà dépassé 790 milliards. C'est dire que les recettes de l'État ont plus que doublé en 6 ans. Et ça, c'est l'effort des contribuables béninois, c'est l'effort de l'ensemble de la population. Et donc, je voudrais leur dire merci et dire que cet effort est également attendu dans l'exécution du budget qui vient d'être voté, où la part des recettes intérieures et de la fiscalité douanière a connu une augmentation sensible. Et nous pensons que ce n'est pas impossible d'atteindre ces objectifs-là également en 2023, à partir du moment où, depuis quelque temps, le consentement de l'impôt, le consentement volontaire à l'impôt est devenu une réalité dans notre pays. Vous n'avez pas répondu à ma question, le directeur général des impôts. Quelle est la part active que prennent les promoteurs des entreprises du secteur privé dans ce budget ainsi voté? Oui, j'ai bien répondu. La fiscalité douanière et la fiscalité intérieure constituent la part que la contribution du secteur privé à l'exécution du budget. Donc, sur le montant global, les apports extérieurs ne représentent que moins de 20%, donc 80% du budget constitue la part de la contribution nationale. Est-ce qu'il y a de nouvelles tasses dans ce budget? Non, il n'y a pas de nouvelles tasses. Il y a eu quelques réajustements, de nouvelles mesures, des anciennes mesures fiscales qui ont été reconduites et des réformes qui devaient permettre de mieux collecter les impôts. Il n'y a pas eu de nouveaux impôts, de nouvelles taxes. Est-ce que ça suppose que, comme vous venez d'expliquer, si les entreprises privées, par exemple, ne répondent pas correctement à leurs obligations par rapport aux impôts, est-ce qu'il y aura un problème par rapport à ce qui est prévu? Bien entendu, c'est la contribution de tout ce qui est attendu pour l'exécution correcte du budget. Les dispositions que nous avons prises depuis 2016 permettent de donner la garantie que le budget sera exécuté normalement, que les recettes seront au rendez-vous, malgré donc les difficultés évoquées tantôt par rapport à la période après Covid et la guerre en Ukraine qui impacte négativement l'environnement économique mondial. Les réformes engagées par le Bénin permettent encore donc d'avoir une économie résiliente et d'améliorer la collecte de l'impôt. Je pense que c'est jouable. Est-ce que de plus en plus, de votre position de directeur général des impôts, depuis que les réformes ont été mises en place, est-ce que
de plus en plus les Béninois payent vraiment leurs impôts. Est-ce Bien que c'est sûr. entré dans leurs habitudes? Oui, je le disais tantôt, ça a beaucoup changé, ça a évolué pour deux raisons. La première raison, qui est la plus importante, est que il y a le principe de la transparence et de la redevabilité qui commence par être perceptible. C'est-à-dire que lorsque les Béninois payent aujourd'hui les impôts, la contrepartie est visible sur le terrain. Les Béninois constatent que les ressources qui sont collectées servent effectivement à quelque chose, que l'environnement socio-économique a changé, qu'il y a eu beaucoup d'infrastructures pour améliorer le quotidien du Béninois. Et le jour du vote du budget, le 1er décembre, le ministre des Finances a donné quelques exemples. Vous avez le taux d'adduction d'eau potable en milieu rural qui a fortement augmenté. Il y a plus d'enfants qui sont inscrits à l'école et qui sont capables de manger à l'école. Donc, tous ces aspects sociaux contribuent aujourd'hui à améliorer donc, la collecte. À partir du moment où les compatriotes sentent qu'il y a une contrepartie qui est visible, ça améliore la collecte. Et deuxième chose, c'est que lorsque nous nous comparons aux États de la sous-région, les réformes qui sont engagées sont vraiment encourageantes et les gens viennent nous visiter, les gens parlent du Bénin et il y a une certaine fierté qui commence par naître au niveau donc, du Béninois. Je voudrais donner un exemple que j'ai vécu avant-hier, un cadre béninois qui est en fonction à l'étranger et qui m'a écrit pour me dire simplement qu'il venait de recevoir son titre foncier d'un immeuble qu'il a acquis à Cotonou et qu'il voulait me demander de lui donner des informations pour lui permettre de se mettre à jour par rapport à la fiscalité, par rapport aux impôts fonciers. Mais il y a quelques années, on ne pouvait pas avoir ces réactions-là. Mais aujourd'hui, ça commence par rentrer dans les habitudes. Et les sondages que nous faisons de temps en temps montrent effectivement que les Béninois ne sont pas réfractaires aux impôts. Au contraire, ils apprécient ce qui se passe. Je vais me tourner cette fois-ci vers l'honorable Gbenoshi. Vous appartenez à une législature qui est totalement acquise à la cause du chef de l'État. Pouvez-vous partager avec nous l'ambiance dans laquelle ce budget a été voté? Y a-t-il au moins eu des amendements? Merci beaucoup. Oui, effectivement, nous appartenons, disons que les deux groupes parlementaires qui proviennent des deux partis qui soutiennent l'action du gouvernement, à savoir l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, soutiennent l'action du gouvernement. Et en cela, bon, on est assez à tort ou à raison de député Godillot. Mais malgré ça, nous disons, nous assumons. Nous assumons pour autant que vous avez vu hier le chef de l'État, lors de la présentation de son discours sur l'état de la nation, après avoir exposé les prouesses du Bénin dans tous les domaines, a dit que tout cela n'a pas été possible sans la législature, la 8e législature, et a décerné un satisfecit total à la 8e législature. Je voudrais vous demander quelque chose, je voudrais vous poser cette question. Vous avez posé une question, je n'ai pas fini de répondre. Le chef de l'État aurait-il dit ça si, au sein de cette législature-là, il y avait des voix dissonantes? Bien sûr, pourquoi pas. Ce n'est pas seulement... Il ne faut pas regarder les voix dissonantes, c'est l'ensemble. La performance se mesure collectivement. Il peut y avoir à l'intérieur d'un Parlement des voix dissonantes, mais si la production collective est performante, on doit décerner un satisfecit à la législature. Et en cela, vous demandiez, est-ce que nous avons pu faire des amendements au projet de loi de finances qui a été introduit? Bien sûr, je vais vous dire que les travaux budgétaires sont conduits de sorte que ce soit participatif. Premièrement, nous faisons ce qu'on appelle les audiences publiques, où nous recevons, la commission budgétaire reçoit tour à tour les centrales syndicales, les confédérations syndicales, le secteur privé, le patronat du Bénin, le Conseil national des investisseurs privés du Bénin, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, la Chambre de l'agriculture, la Chambre des métiers et aussi
l'Association nationale du communes du Bénin, qui viennent tour à tour exposer aux députés leur point de vue sur le projet de loi de finances qui leur est déposé et soumettre aux députés leurs préoccupations, leur souhait de voir le projet modifié dans tel ou tel sens. Et les députés s'en saisissent pour formuler des amendements. Je puis vous dire que pour cet exercice que nous venons de finir, nous avons eu au total reçu, la commission budgétaire a reçu 26 amendements des députés pour corriger la loi de finances initiale. Et de ces 26 amendements, je puis vous dire que 22 ont reçu un avis favorable du gouvernement. Ça veut dire plus de 84% d'avis favorables pour les amendements des députés. Et les 4 autres qui restent n'ont pas été rejetés, mais ont plutôt reçu un avis réservé avec promesse d'études en cours de gestion. Ça veut dire que dans l'autre, les députés participent à modifier la mouture initiale du projet de loi de finances qui leur a introduit pour dire que le Parlement n'est pas inutile. Le Parlement et ses amendements permettent que le projet, la loi de finances finale qui sera votée puisse être en adéquation avec les desiderata des populations dont ils sont les mandataires. Donc nous agissons sérieusement sur tout ce que le gouvernement a introduit pour dire comme un adage qui dit que un projet de loi peut rentrer à l'Assemblée en robe et sortir en jupette, hein, ou peut rentrer en culotte et sortir en pantalon. C'est comme ça. D'accord. Le honorable hautement social, on en parle depuis un bon moment et je pense que des mesures ont commencé à être perçues quand même par les populations. Cependant, nous voudrions savoir par rapport à la loi des finances de 2023, la part que prend le social dans cette nouvelle loi. Merci beaucoup. Je ne peux pas exposer dans les moindres détails le social, mais je puis vous dire que la loi de finances que nous venons de voter, 33 milliards 337 millions, il faut dire que 40 à 45% sont directement consacrés au social. Hein? Le chef de l'État l'a dit hier, si vous prenez rien que les mesures d'amélioration des salaires, c'est 60 milliards qui sont consacrés à l'amélioration des salaires des Béninois, qui sont donc des fonctionnaires de l'État. Mais en dehors de cela, il y a la part qui va vers les cantines scolaires que le directeur général des impôts a cité tout à l'heure. Nous étions à 400 000 élèves en 2015 qui avaient droit à un repas chaud, en 2019, à un repas chaud par jour. Mais aujourd'hui, nous sommes à 1 million d'enfants qui prennent un repas chaud par jour, qui couvrent donc 75% des écoles du Bénin. L'objectif 2023-2024, c'est d'aller à 100%. Hein, ça veut dire la couverture totale des écoles où les enfants prennent un repas chaud par jour. Si vous prenez le secteur de l'eau, hein, c'est le social. Quand vous dites que la couverture de l'eau en milieu rural est passée de 35% de 2015 à 73% aujourd'hui, ça veut dire que toutes ces ressources qui sont engrangées, que les régies financières mobilisent, que le budget de l'État mobilise, permet donc d'aller vers le social. Et ce budget 2023 n'échappe pas. Même les infrastructures, moi je dis souvent, même les routes, hein, l'asphaltage, je dis c'est le social. Parce que si on améliore le cadre de vie et que les gens circulent facilement et les IM ne vont plus chez le mécanicien par mois, les pneus s'usent moins, les roulements se gâtent moins. Alors l'économie qu'ils font en n'allant pas chez le mécanicien, ça reste dans leur poche. Ça améliore, ça augmente leur pouvoir d'achat. Ça rentre dans le panier de la ménagère. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dans. Si on doit mesurer de façon indirecte le social, on pourrait dire même que ce budget est à 75-80% social. Nicolas Yanoussi, je vais me tourner à nouveau vers vous avant de revenir vers l'honorable Benoît. Vous avez évoqué il y a un instant la facilité que les Béninois ont désormais à payer leurs impôts. Mais récemment, il y a eu une polémique qui a agité la toile. On a l'impression de ce que c'est seulement les acteurs politiques qui ont du mal à payer leurs impôts. Je veux parler du quitus fiscal exigé dans le cadre
du dépôt des dossiers pour les législatives qui pointent à l'horizon? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler un fait important pour nous. Lors du processus de vote du budget, il y a l'Association nationale des communes du Bénin qui a été reçue par la Commission des finances et qui avait émis quelques critiques sur la proposition du ministère de l'économie et des finances concernant la contribution au développement local. Et donc, saisi, le ministre de l'économie et des finances nous a demandé de faire une séance de travail à nouveau avec l'Association nationale des communes du Bénin, donc représentée par certains maires et les acteurs du secteur forestier et minier qui étaient concernés par la mesure. Et nous avons travaillé à la Direction générale des impôts pour revoir les mesures, pour les ajuster par rapport donc aux exigences du secteur minier et forestier et également aux besoins de financement des communes. Donc ça a été franchement une contribution du Parlement qui a donc proposé au ministre des Finances de revoir la mesure et l'arbitrage a permis donc de sortir un projet d'amendement amélioré qui a été pris en compte dans le projet de loi de finances voté. Maintenant, pour revenir à votre question, non, je dirais effectivement que on commence par s'habituer au paiement des impôts. Et évidemment, cet outil qui a été introduit dans le code électoral, qui est le quitus fiscal, qui d'ailleurs n'est pas une invention du Bénin, permet d'améliorer effectivement donc le civisme fiscal et l'adhésion à l'impôt. Donc, que ce soit les politiques ou le citoyen lambda, tout le monde comprend aujourd'hui qu'il faut payer les impôts. Mais vous avez eu du mal à délivrer les quitus fiscaux au parti, notamment le parti, les démocrates, qui est aujourd'hui de l'opposition au pouvoir du président Patrice Talon. Non, je l'avais déjà dit, on ne peut pas voir les choses de cette façon. Nous, on ne fait pas, on n'a pas de parti pris, on ne focalise pas notre travail sur une formation politique. Vu dans l'ensemble, la Direction générale des impôts a joué pleinement sa partition en toute impartialité. Parce que les résultats sont là. Tout le monde a constaté que ça soit d'un côté ou de l'autre, il y a des gens qui ne sont pas à jour et il y a également des gens qui font des efforts pour payer leurs impôts. Donc, ce qui reste, c'est à encourager, c'est à améliorer. On va améliorer le dispositif et on va continuer la sensibilisation pour que ceux qui veulent diriger les politiques, tout ça, se mettent à jour, continuent à accomplir leurs obligations fiscales en toute sérénité. Nicolas Yanoussi, vous dites avoir pleinement joué votre partition dans cette histoire, mais à l'issue des audiences à la Cour constitutionnelle, la direction que vous dirigez a été déboutée. Est-ce que ça ne déteint pas sur le directeur général des impôts que vous êtes? Non, je crois qu'il y a eu beaucoup de contre-vérités, beaucoup de mensonges. Donc, je crois que maintenant que la polémique est passée, tout le monde donc, peut pouvoir vraiment, avec la tête reposée, relire les décisions, relire la décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle pour comprendre qu'il n'y avait pas lieu de faire de la polémique, que chacun a joué son rôle. La Direction générale des impôts a travaillé normalement en toute impartialité et nous, on ne rentre pas dans les considérations politiques, on ne rentre pas dans les polémiques sur les réseaux sociaux qui, du moins, constituent des mensonges. Donc, nous, on a fait notre travail. Je crois qu'on n'a pas de souci à se faire. Anita Marcos, on va se tourner je voudrais intervenir là-dessus. Avant que vous me posiez une autre question, moi je pense que le législateur que nous sommes, c'est nous qui avons légiféré pour introduire le quitus, l'obligation du quitus fiscal dans le code électoral. Nous avions imparti un délai à l'administration fiscale, 2 semaines, 15 jours, pour pouvoir examiner les dossiers. Mais sans limiter au niveau des partis politiques le nombre de gens qui puissent déposer les dossiers. Alors si pendant cette période, pour voir la charge de travail
le nombre de gens qui ont déposé les dossiers. Est-ce que matériellement, c'était possible pour l'administration fiscale de traiter tous ces dossiers en 2 semaines? Bon, le législateur n'a pas pensé à cela. Et le directeur général des impôts, dans sa réponse à la Cour constitutionnelle, a dit le nombre de demandes reçues, le nombre de dossiers traités en 2 semaines, il ne restait que 800 et quelques qui n'ont pas pu être traités dans ce délai. Donc, la Cour doit condamner pour dire, mais vous avez l'obligation de traiter. La condamnation, ce n'est pas une version du directeur général des impôts, mais c'est tout le système pour dire, la loi dit, il faut tout faire en 2 semaines. Vous n'avez pas pu tout faire en 2 semaines, vous êtes condamné. Mais c'est à nous de voir maintenant, on doit voir, est-ce qu'il y a nécessité de relire la loi ou bien de dire que l'administration fiscale doit recruter plus de personnel pendant cette période. Qu'est-ce qu'il faut voir? C'est-à-dire, c'est à nous tous de réfléchir pour voir quelles sont les mesures d'accompagnement qu'il faut pour permettre que cette loi puisse être suivie à la lettre. Ouais, est-ce le législateur qui a manqué d'anticiper? Bien sûr, je peux le dire. Bien sûr, moi je peux le dire. Que le législateur que nous sommes, nous avons dit cela sans penser à la charge de travail que cela pourrait générer en 2 semaines. Est-ce que matériellement c'était possible? Nous n'avons pas mesuré cela. Et la réflexion est collective maintenant, y compris à notre niveau, y compris au niveau de la 9e législature. Il faut voir s'il ne fallait pas revoir cette loi. Honorable, comparativement au budget des années dernières, oui. Est-ce qu'il y aurait des innovations qu'on n'a pas évoquées ici? Comparativement au budget des années précédentes, oui. Est-ce que ce budget contient ou contiendrait des innovations qu'on n'aurait pas encore évoquées ici, mis à part le recrutement social et les... Non, j'ai dit tout à l'heure que le directeur général des impôts l'a dit qu'il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu des mesures qui ont été reconduites et des mesures nouvelles. Et les mesures nouvelles ne sont que des aménagements de certains impôts qui existaient pour permettre plus de performance dans leur collecte. Et donc, en gros, c'est ça, il n'y a pas de nouveaux impôts qui soient créés. Et aucun taux d'impôt n'a été augmenté, aucune taxe nouvelle n'a été créée. Donc, je pense que c'est seulement des mécanismes pour permettre plus de performance dans la collecte des impôts qu'on peut retracer à travers ce nouveau budget. Honorable Chirac Bénoché, quels sont, j'allais dire, les enjeux sociopolitiques que porte ce budget que vous avez voté, vous qui êtes d'ailleurs à la fin de votre... En fait, nous, par exemple, en tant que législateur, en tant que député, les enjeux sociaux que cela recèle pour moi, c'est que je peux vous dire que dans le projet de loi de finances, la loi de finances 2023, moi, par exemple, ce que j'en tire, c'est qu'il y a des infrastructures qui ont été prévues pour ma circonscription, mon département, par exemple. Et moi, je m'en sers déjà. Je les expose à la grande satisfaction des populations. Du coup, par exemple, je dis, il y a des routes qui n'étaient pas dans le PAG, mais que le projet de loi, que la loi de finances gestion 2023 a introduit nouvellement. Plusieurs chantiers sont ouverts. Il en est de même dans presque beaucoup d'autres circoncisions pour dire que le PAG n'était pas fermé. Le gouvernement n'est pas un gouvernement fermé. Après la tournée gouvernementale sur la cherté de la vie, je pense que le gouvernement a eu à collecter encore des doléances des populations. Les populations n'ont pas interpellé le gouvernement sur la cherté de la vie, mais les infrastructures. Nous n'avons pas de route. Ils ont oublié même qu'elles avaient fait. Certains ont dit la cherté de la vie, ça ne nous concerne pas. Donc le gouvernement a collecté plutôt des doléances en termes d'infrastructures qu'il a traduites dans le projet, dans la loi de finances 2023 et en améliorant le PAG initial. Donc pour dire que le PAG qui avait été publié, vous allez voir, c'est un PAG qui est en train d'être amélioré. Ça veut dire le gouvernement est à l'écoute du peuple et dès qu'il y a des doléances, ces doléances, pour autant que nous enregistrons de la performance en termes de collecte des ressources, le gouvernement est toujours prêt à améliorer ce PAG, à le corriger pour coller donc aux desiderata des populations. Nicolas Yanoussi, nous sommes presque dans le dernier tournant de cette émission. Le budget de l'État exercice 2023 est connu. Dites-nous quelles sont les perspectives
pour l'environnement économique et sociopolitique? Merci beaucoup. Je crois qu'il y a quelques mesures phares au profit des ménages et d'autres également pour les entreprises. Au profit des ménages, je voudrais annoncer ici que dans la loi de finances qui a été votée, pendant toute l'année 2023, donc du 1er janvier au 31 décembre 2023, les propriétaires terriens qui ont des arriérés d'impôts dans nos livres, la loi leur donne la possibilité, s'ils régularisent entièrement leur situation, ils payent leurs arriérés d'impôts, ils seront dispensés de pénalités de retard, de majoration de retard et de divers frais accessoires qui grèvent les montants des impôts. Je suppose que vous avez votre maison depuis quelques années, vous n'avez pas régularisé, vous n'avez pas payé, vous avez peut-être 500 000 francs à payer sur plusieurs années, plus des majorations de retard qui s'élèvent, je suppose, à 100 000 francs. On annulera la majoration pour vous permettre de solder votre situation. C'est donc, dans la loi de finances, c'est ce qu'on appelle une remise conditionnelle des pénalités. Donc, on annule les majorations et pénalités et en contrepartie, vous soldez votre situation. Donc ça, c'est une excellente mesure qui figure dans la loi de finances. Autre chose, plusieurs personnes ont demandé avant le vote du budget, mais si la mesure concernant l'exonération des droits de douane et de la TVA sur les voitures neuves avait été reconduite. La réponse est oui. La mesure a été reconduite encore pour l'année 2023. Donc, ceux qui ont les moyens ou ceux qui peuvent bénéficier d'un appui financier au niveau des banques peuvent aller vers les concessionnaires et acheter des voitures neuves, donc sans payer, avec un abattement substantiel des droits de douane et une exonération de la TVA. Autre mesure au niveau donc des petites et micro-entreprises, c'est le niveau de l'impôt minimum des sociétés qui était à 500 000, qui est ramené à 250 000. En dehors de cela, il y a une mesure de réduction d'impôt qui était de 25% la première année pour les entreprises nouvellement créées, 25% la deuxième année, 50% la troisième année. Et cette mesure concernait l'ensemble des entreprises où nous avons estimé que c'est une mesure qui devrait plutôt profiter aux micro et petites entreprises, tout simplement parce qu'on a des multinationales qui arrivent, qui exécutent de gros marchés de plusieurs milliards et qui profitent de cette mesure de réduction d'impôts alors qu'elles ont la capacité donc de payer les impôts. On a réduit cette mesure-là, on a limité cette mesure aux petites et micro-entreprises locales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de bien qui doit pouvoir encourager et améliorer donc, le climat des affaires. D'accord. Monsieur Yenoussi, vous venez de citer un bon nombre de mesures qui, on se demande si les populations, les personnes qu'elles doivent impacter sont vraiment informées. Alors, moi, je voudrais savoir si quelque chose est prévu, un plan est-il prévu pour qu'elles puissent quand même savoir les avantages ou enfin, de quoi elles peuvent bénéficier par rapport à toutes ces mesures-là. Oui, c'est vrai que depuis quelques années, nous améliorons nos communications avec les contribuables et ça va être encore le cas pour 2023, surtout en ce qui concerne les mesures concernant les ménages. Nous allons donc intensifier la communication et la sensibilisation pour que l'information aille le plus loin possible. On voudrait déjà compter sur vous également pour porter loin cette information. Nicolas Yenoussi, merci d'avoir participé à ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur général des impôts. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Je voudrais profiter une dernière fois pour dire franchement merci à tous les contribuables du Bénin, à toute la population qui a vraiment contribué à l'amélioration des recettes, puisque cette année encore 2022, sur l'objectif donc de 792 milliards fixé par le budget 2022, nous allons atteindre et dépasser
les objectifs. On compte encore sur eux pour l'année 2023. Gérard Gbenonchi, vous êtes député à l'Assemblée nationale, président de la Commission des finances et des échanges. Au plaisir de vous retrouver pour un autre exercice de ce genre. Merci. Je profite de votre canal pour souhaiter bonne fin d'année à toutes les populations béninoises et leur souhaiter bonne fête et heureuse année 2023 à tous, parce que je n'aurai plus l'occasion de vous revoir sur ce plateau. Anita Marcos, merci également à vous pour avoir animé ce plateau avec moi. Merci, cher confrère. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés car Kaléidoscope 2023 se poursuit.